Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup. Nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Pour cet épisode numéro 4, nous voudrions ensemble parler de Deep Work, mais avant, Matt, comment tu vas ? Ça va, écoute, la dernière fois, la semaine dernière, à la fin du podcast, là, peut-être tu me voyais grimacer. Bah oui. En fait, j'avais super mal, mon gars, j'avais vraiment super mal. Comme je dois me faire enlever bientôt la vésicule, je me suis dit, mince, je suis en train de faire une crise et tout, machin. Mais c'était hyper bizarre parce que j'ai l'impression que ça arrivait que quand je respirais. Bref, résultat des courses, franchement, on a raccroché. Ouais, et t'es parti. Et je me suis barré aux urgences, direct. Oh, le c'était... mec. Ah, j'avais super mal. Mais c'était bizarre parce que j'ai déjà eu une côte fêlée. Là, j'avais l'impression de m'être pété une côte et tout. J'étais là, mais c'est quoi ce bazar alors que j'ai pas eu de choc. Bref, je suis allé là-bas, ils m'ont fait des tests, des machins, des bidules. Et puis, résultat des courses, névralgie intercostale. Ouais. En gros, c'est un nerf coincé entre les côtes. Ouais. En fait, t'avais rien. Je sais pas ce que c'est. T'es un petit bab tout fragile. Exactement. Non, franchement, ça fait ultra mal. J'ai déjà vu ça, c'est terrible. Ça fait ultra mal. Tu peux plus respirer. Ah ouais, tu peux plus respirer, tu peux plus bouger, machin. Et puis en plus, j'avais normalement un déplacement de prévu le lendemain, j'ai dû annuler, enfin bref. Mais bon, je me suis reposé. Ouais. Tu t'es rappelé que merci. Tu t'es rappelé que t'étais qu'un mortel, quoi. Tu t'es dit Memento Mori. Ah ouais, là, ma côte, mon nerf, il me disait Memento Mori. Donc à chaque fois que je respirais, Memento Mori. C'est marrant parce que on a eu tous les deux des problèmes de dos. Ouais. Et moi, on m'a enlevé la vésicule déjà il y a longtemps. Et puis toi, tu vas y passer, en fait. T'es un peu mon disciple de la clinique, quoi. Puis il faut dire aussi qu'on est tous les deux chauves. Mais toi, t'assumes pas encore. Bah... En fait, c'est différent. C'est que toi, t'as Monsieur Propre et José Bové comme modèle dans ta vie. Du coup, t'as fait un mix des deux. Ouais, alors que moi, c'est la classe à l'italienne, quoi. Tu vois, parce que ma mère est italienne et du coup. Non, mais en vrai, là, c'est parce que j'ai le mariage de mon frère et que pour Marion, je lui ai dit, écoute, je me laisse pousser les cheveux, je ferai une belle coupe et tout. Mais après ça, mon gars. Le rasoir, il va passer à l'ancienne. Ah ouais, c'est qui? C'est ta femme? Elle veut pas que tu te rases. Mais en fait, Marion, elle est pas fan de... Moi, je ferais à la tondeuse sans rien, tu vois. Pas au rasoir à main, tu vois, parce que c'est trop galère, mais je ferais juste à la tondeuse et basta, quoi. Non, mais il faut que... Alors, je vais faire un peu de pub, là, les mecs me payent pas. Mais moi, j'ai découvert un truc. Le Au gilet, début, je me suis dit, c'est... Pour femme. Non. Pour tes cheveux. Au début, je me suis dit, c'est quoi ce machin? Tu sais, c'est trucs d'américain encore. Et en fait, c'est hyper bien. Oh, la Ça cire. s'appelle... Non. C'est un rasoir électrique, mais fait exprès pour le crâne. Et ça s'appelle Bald Eagle. Bald Eagle, ok. T'as le Desert Eagle et t'as le Bald Eagle. Et t'as... Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, c'est super bien. Oh là là. Enfin bref, on fera peut-être un épisode sur la calvitie parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit celui qui perd ses cheveux est chauve, il est pur. Ah, c'est dans le Lévitique. C'est bon, ça. C'est l'anti-naziréen, quoi. Ouais, comment il faisait un naziréen s'il était chauve? Est-ce que son vœu est annulé? Est-ce que c'est un chômage technique de vœu? Alors ça, il faudrait qu'on appelle Henri Blocher et qu'on puisse lui poser la question, parce que là, c'est vrai que c'est chaud. Mais ça devait être vraiment dégueulasse, en tout cas. Parce que qu'est-ce que c'est moche, quelques cheveux juste sur le crâne qui... Ouais. Mais de toute façon, c'est encore une manifestation, tu vois, de la souveraineté de Dieu, puisqu'il n'en tombe aucun sans que Dieu le veuille. Voilà, tu vois, je me dis, c'est pour ça. Une fois, je disais ça, j'étais à une soirée pour jeunes et je parlais de la souveraineté de Dieu. Et je dis, il n'y a aucun de nos cheveux qui tombe sans que Dieu ne le veuille. Et là, tu as des mecs au fond de la salle qui ont commencé à rigoler super fort. Ouais. Et moi, je n'ai pas compris, en fait. Ouais. Et après, ma femme elle m'a dit, mais en fait, t'es chauve et tu dis ça. Et c'est pour ça que les gens ont rigolé. Excellent. Ouais. Non, mais ça fait... Tu sais que j'ai vu une photo de moi il y a 10 ans. Je me dis, c'est fou, hein. J'avais beaucoup plus de cheveux, beaucoup moins de kilos et beaucoup moins de poils.
Et en fait, je Ouais, me dis, on c'est voit la terrible. souveraineté de Dieu, mais aussi on voit La chute, la dépravation. la chute. Ah ouais, mon gars. on voit la dépravation de ta tête là. Que tu vas vers la fin, quoi. Il y a Maury qui se rappelle à toi, quoi. Tu vois, tu vas mourir et ton corps, il se. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref. Et toi, comment ça va depuis la dernière fois? Je crois que il y a un truc cool qui est sorti là, un petit livret Ouais, alors. avec ton nom dessus. Ouais, alors, purée, mon gars, la grande classe. Bon, enfin, c'est bien de dire un livret, hein. C'est un petit livret qui est sorti, qui s'appelle Les 7 signes. Ouais. En fait. Super beau. Ouais, super beau, grâce à Jean Schott. En fait, on a fait ça en collaboration. Moi, je me suis occupé on va dire, du contenu des textes, enfin voilà. Et puis lui, il s'est occupé du shooting, de la formation qui va avec, où en fait, on a filmé tout ça. En gros, pour faire simple, les 7 signes, c'est un livret qui a pour but, en fait, d'accompagner, de donner un peu une grille de lecture avec des questions pour faire découvrir la foi, ce qu'est la foi et qui est Jésus, au travers des miracles qui sont des 7 miracles qu'on a dans l'évangile selon Jean. Donc c'est vraiment un livret pour outiller les gens qui ont des amis qui s'intéressent à la foi chrétienne, mais qui disent finalement, ouais, c'est quoi la foi en Dieu? Moi, je voudrais croire, mais il y en a qui l'ont, d'autres qui l'ont pas, je comprends pas ce que c'est, et puis d'autres qui, voilà, ont un avis à peu près sur Jésus, mais qui finalement le connaissent pas. Et en fait, ces 7 miracles-là te donnent vraiment un beau portrait de qui est Jésus-Christ, qui est suffisant pour comprendre vraiment qui est Christ, et aussi de ce qu'est la foi qui sauve. Et du coup, on a fait aussi, en fait, un tutoriel. Donc, c'est une formation gratuite qui a surtout pour sa gloire. Un tutoriel où on a fait, en fait, moi je le fais vraiment en mode improvisation avec un tout jeune chrétien, donc on fait ça ensemble, et donc on a un exemple filmé en vidéo de chacun des miracles. Donc c'est vraiment bien. Le livret est édité chez BLF. Donc voilà, et on encourage vraiment les gens à suivre la formation et puis à utiliser le livret, parce que c'est vraiment quelque chose qui est connu depuis un moment, mais qui n'avait jamais été finalement mise en forme, un peu structurée. Et là, c'était vraiment l'idée de donner un outil utile, reproductible à tous les chrétiens qui veulent faire découvrir la foi à leurs amis, mais pas d'une façon tu vois, stéréotypée. Nous, ce qu'on veut, c'est pas faire de l'endoctrinement. On n'est pas des prosélytes. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens découvrent Jésus, et que ça soit Jésus qui lui-même qui puisse les convaincre de qui il est. Et les 7 signes permettent ça, quoi. Ouais, c'est trop bien. En plus, faut le dire, hein, c'est un outil qui est simple à utiliser. Ouais. Souvent, justement, les gens ont peur de parler de la foi parce qu'ils savent pas trop comment faire, parce qu'ils n'ont pas été formés, parce que blablabla. Là, c'est simple à utiliser. La formation en vidéo, elle est gratuite et disponible sur toutpoursagloire.com. On mettra un lien aussi dans la description de l'épisode. Ouais. Donc c'est un super projet en tout cas, bravo Raph. Bah écoute, c'est vraiment chouette là ce que vous avez fait. Super illustrations aussi de mon poteau Emmanuel Bossan, qui fait partie aussi de Magestar. Ouais. C'est un bel outil et un beau livret. Ouais. Ils sont très forts, hein. C'est la suite de l'évangile.net qu'avait lancé Jean, et on en a parlé ensemble. Moi je lui ai parlé de cette idée, et lui en fait ça a fait tilt, un peu comme pour nous pour Memento Mori, et du coup on s'est dit mais il faut qu'on collabore, et chacun on a des compétences très différentes et complémentaires, et je lui dois beaucoup. Sans lui j'aurais jamais pu faire paraître quelque chose comme ça, et c'est top, quoi. Trop bien, big up à Jean. Yes. Big up à tous les gars de Magestar dont je fais partie. Et à tous les mecs du 9-3. Oui. Pourquoi pas? Ah, bah oui. Pourquoi pas? Tous les mecs du 3-3. Moi, je viens du 3-3. Moi, du 3-8, mon gars. Les 3-8. Les 3-8, et ouais, mon gars. Moi, chez moi, c'est l'usine, moi. Donc, c'est les 3-8, nous, tu vois, nous, on galère. C'est le charbon. Ah, nous, on charbonne ici. Mon gars, on est le peuple des montagnes, on est dans les Alpes. On est comme les nains, tu vois. C'est comme des chamois, un peu. Comme des dahus. Comme des dahus, ouais. En plus, c'est que j'ai une jambe plus courte que l'autre, moi. C'est vrai? Donc, je suis un peu un dahu, quelque part, ouais. Ah ouais, j'avais jamais remarqué ça. Ouais, légèrement, j'ai 1,5 cm, mais je compense ça par... donc t'as des semelles, machin? Non, parce que ça m'a toujours gonflé, et je compense ça par mon charisme. Ah, c'est ça. J'en connais un autre comme ça. Ouais, t'en connais un autre, ouais. Ok, bon. Ok, on parle de Deep Work. Alors, yes.
C'est quoi ce livre? Alors là, on fait aussi un petit big up à Stéphane. Oui. Stéphane Capitaniuk. Ouais. Notre ami blogueur, cofondateur avec moi de Tout pour sa gloire. Ouais, et mentor. C'est souvent lui, je dois dire, qui me file des bons livres à lire. Il est tout le temps à l'affût de livres qui vont l'aider à développer son ministère dans ses différentes formes. Ouais. Et c'est lui qui, le premier, nous a dit il faut vraiment que vous lisiez ce livre, Deep Work, de Cal Newport. En plus, il existe en français maintenant, je crois. Oui, il est paru. Alors, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, mais maintenant, il est en français, je crois, avec le même nom. Tu l'as lu, toi, en français ou en anglais? Non, je l'ai lu en anglais. Donc, t'es un chaud de l'anglais, quoi. Non, absolument pas. Mais justement, grâce à Deep Work, j'ai appris à faire du travail concentré et à pouvoir apprendre à bosser. Et puis, un truc qu'on nous dit souvent, hein, moi, on m'a souvent dit, ouais, mais pourquoi vous parlez de livres anglais, machin et tout. J'avais fait un article sur la résolution, je sais pas, c'était pour quelle année? 2016, je crois. Ouais. J'ai à dire, franchement, si vous avez une résolution à prendre, apprenez l'anglais. Mais grave. On a tellement de pépites en anglais, surtout en des livres chrétiens, des livres de théologie. Et donc, même, je suis sûr que tu as plus de livres de Calvin en anglais qu'en français courant. Ouais, non, ça c'est dingue. Et ça, c'est scandaleux. Tout à fait. Et puis même... Et c'est un truc... moi, le premier qui m'a fait lire en anglais, c'est Stéphane aussi. Il voulait que je fasse une recension d'un livre qui est devenu un de mes préférés. Qui s'appelle Creation Regained de Al Walters, qui est maintenant en français d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Édité chez les Canadiens, chrétienne. Ouais, je crois que c'est Impact Academia. Oui, c'est ça. Super beau livre sur la vision biblique du monde. Et en fait, il m'a dit, vas-y, lis-le, dis-moi ce que t'en penses. J'étais là, mais attends, c'est en anglais, je peux pas lire ça. Il m'a dit, essaye. En fait, j'ai essayé, ça m'a fait galérer. Mais je me suis dit, c'est possible. Et en fait, c'est ça, je me suis accroché. Et c'est ça. Et voilà. Mais moi, faut se jeter, quoi. Ouais, c'est pareil. Tu vois, en expression orale, en anglais, je suis une quiche parce que je le parle moi jamais. Mais à force d'écouter et de lire, je comprends vraiment l'anglais. Et en plus, nous, on est dans un... Enfin, quand tu es dans un domaine comme nous, un peu où il y a un jargon un peu technique, tu vois, comme la théologie, une fois que tu as des mots-clés, en fait, ça facilite ta compréhension et tu progresses. Mais bon, là, c'est pas du tout le cas parce que c'est pas du tout un livre chrétien, quoi. Ça n'a rien à voir. Du coup, c'est quoi le livre? Tu peux nous donner le pitch? Parce qu'en fait, l'idée, elle tient en une demi-page, quoi. Ouais, voilà, exactement. En fait, Deep Work, donc c'est écrit par Cal Newport. L'idée qu'il développe dedans, enfin tu me diras, hein, parce que en plus je l'ai lu il y a un petit moment, c'est qu'il oppose le deep work au shallow work, c'est-à-dire le travail léger, de surface, superficiel, en gros tout le travail que tu peux faire en pensant à autre chose, genre en discutant avec un pote ou en écoutant de la musique ou en faisant des trucs, voilà, un travail qui ne demande pas de concentration et que tu peux faire de façon distraite. Et là, en fait, le deep work, c'est un travail que tu ne peux faire que en étant concentré. Et c'est en gros une façon de travailler, c'est de se dire, ben voilà, le travail qui compte vraiment, là où on est le plus productif, là où on crée le plus de valeur ajoutée dans notre travail, c'est quand on est capable de travailler sur des sujets profonds en étant concentré, sans aucune distraction, vraiment focus sur notre travail pendant un temps conséquent, et c'est ça qui nous permet de vraiment de produire un travail de grande qualité, quoi. Ouais, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant déjà, c'est que l'idée c'est pas juste de travailler plus pour travailler plus, c'est vraiment de travailler mieux, mais au-delà de ça, c'est pas travailler mieux pour travailler mieux parce qu'on veut travailler mieux, mais c'est que derrière il y a l'idée de créer un contenu avec une vraie valeur ajoutée. C'est ça. Et aussi d'améliorer nos capacités. Et moi, ce que j'ai bien aimé finalement, c'est que dans tout le livre, il montre que ceux qui sont adeptes du deep work, c'est ceux qui vont apporter quelque chose à la société. C'est ça. Et que si on veut faire la différence, en fait, il faut qu'on fasse du deep work. Ouais.
Tout à fait. Là, tu as complètement raison. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le bouquin, c'est qu'en fait, ce que je trouve fort, c'est qu'il a réussi à trouver un peu le dénominateur commun de tous ceux qui étaient vraiment les plus productifs et ceux qui apportaient des vraies contributions dans leur domaine respectif. Et ça qui est bien, c'est qu'il a une approche un peu transversale. Et il a enquêté auprès, que ce soit des journalistes qui ont gagné le Pulitzer ou des scientifiques qui arrivent à produire plus de papiers académiques que d'autres, que des auteurs à succès, que des, enfin voilà, etc., etc. Et en fait, il a remarqué, même auprès des étudiants des grandes facs, ceux qui réussissaient le mieux, c'est qu'en fait, c'est pas forcément les gens qui ont le plus gros QI, ni les plus gros travailleurs, mais c'est ceux qui savent le mieux travailler. Et ça, en fait, c'est quelque chose finalement qu'on n'apprend pas, en fait, qu'on conceptualise pas. Certains l'ont, ont des bonnes habitudes, d'autres non. Et en fait, lui, ce qui est bien, c'est qu'il conceptualise ce que c'est que de bien travailler finalement. Ouais, et puis il a une équation qui est simple, mais qui est vraie. Il dit un travail de haute qualité est égal au temps passé multiplié par l'intensité de la concentration. C'est ça. Et donc, plus tu passes du temps dans quelque chose de concentré, plus tu vas produire un travail de qualité. C'est ça. Et puis là, moi, je trouve qu'il est bien. Enfin, c'est que il a des buts clairs, quoi. Lui dit en fait, c'est comme ça que tu peux apprendre à maîtriser des choses complexes, difficiles. Il faut que tu sois concentré et que tu y dégages un temps de qualité, sans que ça prenne toute ta vie. Et ça te permet de continuer d'apprendre toute ta vie quelque part. Et l'autre objectif, c'est de pouvoir produire des choses de qualité dans un temps qui est relativement restreint, parce qu'on n'a pas de temps illimité. Et quand tu dois produire de la qualité, et ça, je pense que ça parle à tous les créateurs d'entreprises, tous les freelances, tous les nomades digitaux, mais même pour nous pasteurs, où en fait on doit produire des prédications, de l'enseignement, de la connaissance, des choses qui sont pertinentes dans un temps qui est rapide. On n'a pas tout notre temps pour nous, on est des multitâches aussi parce qu'on nous demande plein de choses, et c'est important de savoir, d'avoir des bonnes habitudes de travail, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est pas, alors lui il parle des knowledge workers. Yes. Je sais pas comment ils l'ont traduit en français. Je sais pas. Mais c'est tous ceux qui ne travaillent pas sur un produit, mais plutôt sur des concepts. Et donc, mais il parle de ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il donne l'exemple, je ne sais pas si tu te rappelles, d'un forgeron. Et puis il donne l'exemple de ce documentaire qui avait été fait sur lui, que j'avais regardé. Ah oui, sur les épées, sur les épées des Vikings. Ouais. En gros, il donne cet exemple-là dans le livre. C'est un forgeron qui essaye de reproduire une épée viking qui est mythique parce qu'elle a un alliage qui est presque pur, qu'elle est extrêmement souple. Grâce au four. Qu'elle est à la fois souple et solide. À la fois. Comme le... non, rien, laisse tomber. Bref, il montre ce mec-là qui travaille des heures et qui doit rester à un moment donné. Le mec, il tape sur son bout de... Parce qu'il a fait son... Je sais plus comment on appelle ça, là, le bout de métal qui retravaille. Il tape 8 heures dessus, s'il te plaît, pour arriver à l'esquisse de la lame. Et il dit, à un moment donné, si je foire un coup de marteau, c'est mort, quoi. Je dois tout recommencer. Donc, tu as une espèce d'intensité du travail et de concentration, mais ce qui fait qu'il crée quelque chose que personne d'autre ne peut créer. Et que ça contribue aussi à faire de lui un des meilleurs forgerons du monde, et le seul, à l'heure actuelle, à pouvoir faire cette épée-là, selon les techniques de l'époque. Ouais, tout à fait. Moi, j'avais regardé pareil sur les katanas, étant grand fan de tout ce qui est japonisant et tout ça, tu vois. Et pareil, tu vois, les maîtres qui fabriquaient les katanas, c'est des gars qui s'isolaient avec leurs élèves, tu vois, pendant, je sais plus combien de temps ça prenait, mais de la construction du four qui est unique. À chaque fois, il faut construire le four avant. Et si le four n'est pas parfait,
t'as pas une combustion parfaite et une température bonne. Enfin, tout est fait jusqu'à la façon de plonger la lame dans l'eau pour la refroidir, pour lui donner la courbure, tu sais, si caractéristique. Et c'est non, c'est passionnant. Mais c'est ça, moi, ce que je trouve pertinent, justement, et quelque part, ça contredit un petit peu ce qu'il dit. Sur la question du contenu et pas un objet, tu vois, quand tu travailles sur des concepts et tout ça, c'est que quand tu sais travailler de façon concentrée et de façon profonde, peu importe, j'ai envie de dire, le travail, peut-être à quelques exceptions, mais tu produiras toujours quelque chose de meilleur que si tu le fais de façon distraite. Je pense même, tu vois, quand tu bricoles, moi je prends, tu vois, il y a pas longtemps, là, j'ai déménagé, j'ai dû refaire toute ma cuisine. C'était la première fois que je faisais ça, et être cuisiniste, c'est un vrai métier. Moi, je me lançais là-dedans. Il a fallu avant que je me fasse un vrai deep work, c'est-à-dire que je me pose pendant des heures à réfléchir à tout, à visualiser, mentaliser toutes les étapes et tout ça. Et après, quand je travaillais, à être hyper, tu vois, enfin hyper concentré. Ouais, voilà, parce que sinon, j'y arrivais pas. Et d'ailleurs, purée, ça a été la galère. Fais jamais ça de ta vie. J'imagine. Ouais. Et là où il y a l'utilité d'un livre, parce que finalement, le pitch, il tient en 2 lignes. Ouais. C'est aussi le monde dans lequel on vit. C'est un monde de distraction, c'est un monde de l'instantané. Ouais. Moi, j'étais assez interpellé par la question de la patience et de la maîtrise du savoir-faire. Ouais. Il y a des choses, il y a des contrastes avec d'autres cultures, notamment qui sont particulièrement parlantes, où des gens passent des années à apprendre à maîtriser un savoir-faire, et le contenu qu'ils produisent, il a une valeur qu'on retrouve nulle part ailleurs. Oui. Parce que justement, les années, le temps que ces gens ont passé là pour maîtriser une technique ou un savoir-faire, et ben, ça crée un travail de très grande valeur, quoi. Ouais. Et qui est en bénédiction aussi aux autres, c'est ça. Quel que soit le domaine. C'est ça. Moi, je suis un grand fan de calligraphie. Quand tu vois le travail des calligraphes et le temps qu'ils ont à se former, calligraphie, on va dire traditionnelle, comme la calligraphie japonaise. Ouais, c'est une vie, quoi. Voilà. Mais aussi les sign painters aux États-Unis, les mecs qui peignent des panneaux et à la main, tu vois, ou qui font des lettrages à la main sur les fourgons ou les trucs comme ça. Ou à l'époque, toutes les publicités étaient faites comme ça. Ou les mecs même qui créent des typographies, pour moi, ça me fascine, tu vois. Je trouve ça ultra beau, quoi. Un mec qui crée une belle typographie, c'est magnifique pour moi, tu vois. Moi, c'est les couleurs. Je sais pas si tu connais le monochrome de Whiteman. Ouais. J'en ai un. Ouais, t'en as un. Je pouvais pas m'acheter un Queen Delich, alors. Non, mais t'as tout à fait raison. C'est un des exemples parmi d'autres. Et en fait, là où t'as raison, c'est que en fait, ce bouquin, finalement, il est conjoncturel, quoi, à notre époque et notre société. Le mec qui sort les grands mots. Non, mais c'est vrai. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a 200 ans, un bouquin comme celui-ci n'aurait pas trouvé personne, et c'était évident, en fait. Le gars enfonçait des portes ouvertes. Mais aujourd'hui, c'est ce que dit Cal Newport, c'est que la capacité à faire du deep work devient de plus en plus rare dans une société où la distraction et la superficialité tu vois, devient un petit peu une dictature. Et que du coup, en fait, ça devient de plus en plus une valeur ajoutée dans notre économie. Et que ceux qui savent produire vraiment un travail de qualité, en étant concentrés, et qui sont en même temps, du coup, dans la qualité, dans la productivité, parce qu'il ne s'agit pas de faire de la qualité sans être capable d'accoucher un travail concret. Il garde les deux objectifs en tête, c'est d'être productif et d'être concentré. Et ben, tu crées une vraie valeur ajoutée. Et moi, je pense, tu vois, je vois ça avec mes enfants qui sont à l'école, où la génération de nos parents pouvait s'en sortir sans diplôme.
Tu vois, tu pouvais faire dans une boîte, dans une entreprise, cheminer et gravir des postes petit à petit. Nous, notre génération, on sait que c'est quasiment impossible. Et pour la génération de nos enfants, je suppose, si ça continue dans ce sens-là, que ça sera quelque chose d'impossible. Et en fait, ils doivent apprendre dès leur jeune âge, alors que eux vivent dans une société qui sera peut-être encore plus marquée par les distractions, hein, un peu à la Black Mirror, ce qu'on pourrait voir, voilà, et par des choses superficielles. Si quelqu'un est capable de faire un travail concentré, ciblé et dans la durée, il a un vrai atout par rapport aux autres dans notre société et il sera capable d'accéder à des postes avec des responsabilités, avec, avec du sens, etc. et pas rester sur du travail qui soit un peu superficiel où on te demande juste de répondre à des coups de fil ou de traiter des mails par-ci par-là, enfin tu vois, des choses qui sont comme ça, quoi. Donc je pense que c'est vraiment important pour nous d'acquérir ça et de le retransmettre aussi à nos enfants, ce qui était à l'époque le cas, quoi, pour tout le monde finalement il y a quelques siècles. C'est sûr. Du coup, c'est quoi, peut-être on pourrait parler des principes qu'on a retenus, qui nous semblent pertinents comme ça, peut-être aussi avec la vision biblique du monde. Qu'est-ce qui fait écho à ça? Moi, je sais qu'il y a des choses tout pratiques qui viennent, tu vois, du bon sens, qui m'ont marqué, qui dit qu'on a un réservoir limité de volonté qui se vide quand on l'utilise, par exemple. Ouais, tout à fait. Il faut être conscient, en fait, que tu peux pas travailler pendant 8 heures de manière ultra concentrée. Et lui, finalement, il dit, franchement, ceux qui maîtrisent le deep work, le travail profond, ils font 4-5 heures max. Mais après, c'est impossible parce que ton cerveau, il est grillé, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ça aide en disant, il faut bloquer des plages horaires, en sachant que c'est pas un truc infini et que il faut aussi le temps de se recharger. C'est aussi ça l'idée qui m'a marqué, c'est que si tu te recharges pas le cerveau, tu te grilles. Recharger non seulement le cerveau, mais aussi les batteries de ton corps. Ça rejoint plein de trucs super de base, tu vois, bien dormir, bien manger, faire de l'exercice, machin. Mais c'est super lié. Je vois Jonathan Edwards, il tenait un journal où il notait, le gars, moi, c'était un grand malade. Il notait ce qu'il mangeait, je sais pas si on en a déjà parlé, mais il notait ce qu'il mangeait. Pour savoir l'effet que ça avait. Et du coup, il gardait en fait les aliments qui lui permettaient d'être concentré, etc., qui le faisaient pas digérer trop. Mais le mec, il mangeait pas de raclette, du coup. Ah non, il mangeait pas de raclette, il mangeait pas de saucisse de Montbéliard. Oh là 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 là. Et moi, ma question, c'est comment Luther il faisait alors que sa femme lui faisait de la bière, tu vois. Alors ça, je pense qu'il y a que Spurgeon qui peut y répondre. Il faudrait appeler encore Henri Blocher. Exactement. Mais je sais pas s'il boit de la bière, mais... Ok, et toi, c'est quoi les principes que tu as retenus? Alors, en fait, il y a des choses. Alors, je te rejoins sur ce que tu as dit. Moi, j'ai retenu en fait les défis qu'il y avait. Tu vois, c'est en fait déjà le multitâche, où tu peux être tenté quand tu es productif de faire plein de petits trucs, alors que lui, il te dit non. En fait, dans les périodes de ta journée où tu sais que tu es le plus productif, c'est là qu'il faut que, tu vois, quand tu es pris dans un flow, tu vois, de concentration, il faut que tu te concentres sur une chose et pas sur plein de petites choses. Et ça rejoint la question de la distraction, de la confusion entre ce qui est urgent et important, de la quantité d'informations qu'on reçoit, etc. L'autre chose que j'ai trouvée, et où il a raison, c'est qu'en fait, la distraction appelle la distraction. En fait, tu vois, la distraction se nourrit de distraction et en fait, tu es pris dans des cercles vertueux. Et c'est là où moi je le trouve fort, c'est qu'en fait, au-delà d'une méthode de travail, et pour moi, ça rejoint encore la question de la vision biblique du monde, c'est que en fait, il est plutôt dans une idée, en fait, c'est d'un lifestyle, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il dit en gros, tu fais pas des breaks de distraction
mais des breaks de travail. Tu vois ce que je veux dire ? Vas-y, développe. C'est-à-dire que, en gros, le but de ta vie, c'est pas de te distraire et de temps en temps, tu fais des breaks pour travailler. Mais le but de ta vie, c'est d'être productif, de faire des choses qui ont de la valeur ajoutée dans tous les domaines de ta vie. Et de temps en temps, tu as besoin de faire des petits breaks. Et en gros, si ta motivation quand tu te lèves le matin, c'est simplement de te retrouver le soir pour mater des séries ou de sortir, enfin tu vois, des choses qui ont peu de valeur ajoutée dans ta vie, finalement tu passes à côté de ce que tu es capable de faire. Et moi en tant que chrétien aussi, je me dis de ce pourquoi j'ai été créé. Ouais, c'est ça, et puis même ça replace le travail, quel que soit notre travail, dans la visée de dire je glorifie Dieu dans mon travail et j'essaie de bénir les autres avec mon travail. Exactement. Et on n'a pas. Et là on rejoint un autre petit livre de Tim Challies, tu l'as lu aussi, Faire plus mieux. Oui, je l'ai lu. Oui. Truc de productivité où lui dit voilà, c'est ça en fait, on veut travailler à la gloire de Dieu. Travailler à la gloire de Dieu, c'est pour bénir les autres, en fait. Exactement. On glorifie Dieu en bénissant les autres. Ouais. Et alors, Cal Newport, il n'est pas chrétien, mais tout ce qu'il dit, en fait, ça rentre assez facilement dans la vision biblique du travail, qui est que c'est non seulement notre manière de travailler qui glorifie Dieu, on veut être excellent dans ce qu'on fait, on veut faire attention à notre témoignage, etc., etc., mais aussi ce qu'on produit. On veut que ce soit en bénédiction, au bénéfice de la société dans laquelle on vit, pour laquelle on recherche le bien, en fait. C'est ça. Et là-dessus, moi, je te rejoins vraiment. Je pense que c'est hyper important. En fait, je sais pas si tu vois qui c'est Os Guinness, l'apologète. J'ai son livre sur la vocation, là. Ouais, excellent. Eh ben, écoute, il dit en fait que pour lui, un des défis pour les hommes au XXIe siècle, alors que dans le temps, c'était le défi, c'était d'avoir l'information, la connaissance. Il dit maintenant, à l'ère d'Internet et tout ça, on a l'information, tu vois, c'est pas un problème. Tout le monde a Google sur son smartphone et peut tout connaître en 2 secondes. Mais il dit, mais notre défi à nous, ça va être la sagesse. Tu vois, Challies, il dit la même chose dans son autre livre. Et en fait, moi, je rejoins complètement ça. En fait, l'idée de deep work que tu as derrière, quand tu es un chrétien, c'est la notion en fait de racheter le temps, quoi. De prendre le contrôle du temps que Dieu te donne sur terre et de se dire, mais qu'est-ce que Dieu veut que j'en fasse ? Qu'est-ce que moi, je dois en faire ? Et en fait, ce qui doit déterminer ta vie, c'est ce que Dieu te demande de faire, ce que Dieu attend de toi, de pourquoi tu as été créé. Et on n'a pas été créé pour la distraction, pour la superficialité, ce qu'il ne faut pas confondre avec le superficiel. Il faudrait pas le confondre avec léger, tu vois, ou avec des bons moments, avec des moments ressourçants, etc., où tu rigoles, où tu fais des choses sympas. Le loisir fait partie de notre vie chrétienne. Exactement. Mais c'est plutôt dans le fait d'être dans la fuite des responsabilités, la fuite de ta conscience, la fuite de Dieu, quelque part aussi, au travers des distractions et des dispersions. Et quand tu passes ta vie à être simplement dans de la superficialité, tu passes à côté de ce pourquoi tu as été créé. Ouais, c'est ça. T'es d'accord ? Et puis un truc qui m'a marqué. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Et c'est d'autant plus un défi, comme tu disais, dans un monde plein de distractions, où même, c'est incroyable, hein, sur les sites d'information, ils sont conçus pour nous distraire, et dessous, tu as des pubs pour des sites de distraction, quoi. Oui, c'est ça. Incroyable. Oui, Mais Cal Newport, il dit un autre truc, il dit il faut employer un nouvel outil seulement si son impact positif sur notre travail est beaucoup plus important que ses impacts négatifs. Exactement. Et donc il dit c'est pas parce que tu as un nouvel outil que faut se jeter dessus. C'est ça. Il faut vraiment se demander est-ce que l'utilisation de cet outil va m'apporter quelque chose de bon ou pas. Ça, c'est un truc, je sais pas si tu as écouté, j'en parlais avec les copains de Coram Deo. Non, j'ai pas écouté encore. Sur l'épisode sur la technologie. Ouais, vas-y, dis. Vite fait, je racontais juste une histoire avec Nietzsche. Quand sa vue baissait,
il a commencé à utiliser une machine à écrire et il s'est rendu compte que l'utilisation de cet outil-là transformait sa manière d'écrire et sa manière de penser, en fait, Ouais. qui était devenue beaucoup plus lapidaire, beaucoup plus ramassée, etc. Ouais. Donc voilà, j'en parlais avec, Ouais. avec Pascal et Guillaume. Les usages En nous leur modifient, disant, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Nos usages modifient notre comportement, ça c'est super important. Ouais. Et du coup, peut-être on peut finir l'émission avec ça, donner un ou deux outils. Ouais. Toi, quels outils tu utilises pour travailler sans distraction Ouais. ou plus généralement, qu'est-ce que tu as mis en place en Ouais. fait, suite à la lecture du livre, Ouais. Concrètement? Alors, concrètement, alors moi qui suis comme tu le sais, avec l'information, j'ai toujours tendance à les regarder et tout ça. En fait, tu as des réflexes pavloviens, tu vois. Quand tu ouvres Google, tu sais, moi je tape Google News ou enfin, tu vois, ou des trucs de recherche. Moi, je me suis installé un logiciel qui s'appelle Freedom, qui coûte pas très cher. C'est un abonnement mensuel, je crois. Et en fait, Freedom, ça s'intègre à tout ton ordinateur. Et en fait, dedans, en fait, il prend le contrôle de ton accès à Internet. Et moi, c'est simple, hein, j'ai fait une liste de sites que j'ai appelé, la liste, c'est tout ce qui me distrait. Et je sais que tous les sites comme YouTube, Amazon, etc., tu vois, ou des sites d'information, le Figaro, Le Monde, enfin n'importe quel site d'information, voilà, où tout ce qui peut me distraire, en fait, je le mets dedans et c'est bloqué. Du coup, ce qui fait que si j'ai besoin, parce que je peux avoir besoin d'utiliser Internet quand je travaille, et bien je le mets. Et donc, j'ai un planning qui est fixé. Et en fait, automatiquement, il se lance le matin à 7h jusqu'à 13h. Et donc, j'ai pas le choix, en fait. Et même si je voudrais, j'ai pas le choix. Et donc, en fait, quand tu t'enlèves une alternative, tu gagnes de l'énergie, en fait, déjà. Parce que tu sais que tu n'as pas le choix, tu peux pas y aller. Et comme c'est un mode verrouillé, le seul moyen de le faire sauter, il faut que je contacte les gars, la hotline aux États-Unis, pour leur demander de me l'enlever. Tu vois ? Sinon, j'y ai accès que en dehors de ces plages-là. Ça, c'est le premier truc que je fais. L'autre chose que je fais, c'est qu'en fait, tout ce que je peux faire sans écran, je le fais sans écran. C'est-à-dire que si un livre existe en papier, même s'il est un peu plus cher, eh ben, je l'achète en papier. Parce qu'avec le papier, ben, j'ai pas le problème de l'écran. Voilà. L'autre chose que j'ai mise en place, c'est pas de réseaux sociaux. Et là, tu vois, même, je suis en train de réfléchir fortement. Il me reste plus que Twitter, mais je remarque que Twitter, j'y vais, tu vois, quand même régulièrement. Et j'aurais peut-être tendance à y aller de plus en plus quand il se passe des choses, tu vois, importantes d'actu et tout ça. Et je pense qu'il faut que je risque de le virer, tu vois. Je commence à y réfléchir. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai un rétro-planning, c'est-à-dire que je sais sur quoi je dois travailler dans le mois qui vient, ou dans les 2 mois qui viennent, ce qui doit me demander du travail de concentration. Et du coup, je fais mon planning d'abord avec ça. Et je me fixe, en général, donc c'est tous les matins, c'est là où je suis le plus frais. C'est là où j'identifiais chez moi, tu vois, la plage horaire où mon cerveau il est plus capable de faire du travail en profondeur. Et durant ça, donc je mets des blocs dans mon agenda, ce qui fait que quand je dois fixer après des réunions, des entretiens avec des personnes, j'ai déjà ça qui est bloqué. Et en fait, Newport, il dit, dans ces moments-là, il faut être difficile à être joint. Et en fait, moi, c'est ça, c'est que mon téléphone, il a un mode, tu sais, où il n'y a que ma femme qui peut m'appeler parce que c'est la seule qui peut m'appeler pour des raisons d'urgence. Et que les autres, en fait, ça attendra à midi. Et de toute façon, s'il y a urgence, tu vois, ils ont un autre moyen. Enfin, tu vois, rarement il y a de vraies urgences, quoi. Et pour moi, les seules choses qui sont vraiment urgentes, c'est ce qui peut concerner ma famille. Et donc ma femme peut me joindre à ce moment-là, quoi. Et toi ? Écoute, moi j'ai la même chose, le mode ne pas déranger là, où il y a que ma femme et Jean-Jacques aussi, l'autre pasteur avec qui je travaille, qui peuvent me déranger pendant ce temps. Sinon, pareil, il dit nous porte de planifier chaque minute de notre journée. Moi, je le fais semaine par semaine. J'ai des blocs qui changent jamais en fait. Et ensuite, par rapport à ce que j'ai, les échéances, pareil que toi, je me cale des blocs.
Et après, je suis assez libre pour fixer les rendez-vous, les visites, etc. Mais je sais que ce que je dois faire, je vais le faire parce que je l'ai planifié. Ouais. Ensuite, pareil, les réseaux sociaux. D'ailleurs, Cal Newport était connu pour ça. Il a fait un TED Talk sur quitter les réseaux sociaux. Ouais. Moi, le 1er avril, ça fera 1 an là, que j'ai quitté Facebook. Franchement, je l'avais quitté justement pour travailler sans distraction. L'an dernier, quand je commençais à travailler sérieusement sur les devoirs pour la fac d'Aix et les révisions, j'avais dit en fait ça me prend du temps, tout ce qui me prend du temps je le vire. Et en fait je suis jamais revenu et tu le regrettes pas. C'est génial. Ah non, c'est ça. Et tous ceux qui quittent, à aucun moment. Quoi. Et tous ceux qui quittent disent qu'ils le regrettent pas. C'est fou. Hein. Ah ouais. Et de toute façon, ce que tu dois savoir entre guillemets, ça te revient d'un côté ou de l'autre. Donc les trucs importants, ça va revenir. Après, et tu te protèges de la distraction. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, Freedom, j'utilise aussi depuis très longtemps. C'est marrant parce que justement, ça s'appelle la liberté et c'est quelque chose qui restreint ton accès. Ouais. Et c'est la liberté, pas de faire ce que tu pourrais. C'est ce que tu dois. Mais de faire ce que tu dois. Et ça, c'est vraiment bien. Tu reçois leur mail. Ils envoient une newsletter régulièrement. Écoute, ça doit être 1 fois par mois et ils te mettent des articles en lien avec la productivité et dedans, tu as quelques pépites. Hein. Ouais. Ok, je regarderai ça. J'hésite même à couper Internet carrément, à programmer ma box. Parce que souvent, même ce que j'aurais besoin d'aller voir sur Internet, c'est un moyen de distraction. Donc j'essaye d'éviter ça. Ouais. Et je me rends compte aussi, un autre truc, c'est que j'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai besoin de temps où je suis pas en train de travailler sur quelque chose ou de faire quelque chose pour cogiter. Et le temps de déconnexion et d'ennui aussi. Il dit, Newport, il dit, il faut pouvoir s'ennuyer, il faut habituer notre cerveau à ne plus être dépendant des distractions. C'est ça. Et ça, j'essaye de me forcer à m'ennuyer. Je suis dans la queue du supermarché, je sors pas mon portable. Je suis dans la voiture, je mets pas un podcast. Des fois, tu vois, j'ai des trajets, je me dis, tiens, je mets rien. En fait, je vais juste penser, peut-être prier pour des sujets qui me viennent à cœur, réfléchir à un truc qui me trotte dans la tête, mais je veux pas constamment avoir quelque chose qui vient comme ça dans mon cerveau. Ouais. Excellent. Donc ça, c'est les principaux outils. Après, on mettra en lien aussi des articles sur la productivité. Il y en a pas mal sur le site. Ouais. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. On a fait un long épisode là. Ouais, on est bien. Moi, je pense qu'on est... Moi, ce que je voudrais te dire, c'est que Vas-y. Tu vois, ce qui m'encourage, c'est que Dieu est le maître, tu vois, du deep work. Lui, il fait que ça tout le temps. Et il est parfait, tu vois. Et que moi, quand je suis pas... c'est là, tu vois, c'est pour moi le plus pour nous en tant que chrétiens, c'est qu'on sait que sinon on n'est pas productif, Dieu, lui, il est quand même dans nos vies. Et que ça, c'est hyper encourageant de se dire que lui, il arrive toujours à ses fins et qu'il produit quelque chose de parfait et de qualité, tu vois. Parce que c'est dans sa nature. Et ça nous encourage, nous, du coup, à lui ressembler pour être capable de mieux travailler. Et moi, j'ai une pensée, tu vois, aussi en particulier pour tous les bivocationnels, c'est-à-dire ceux qui sont, pour tous les chrétiens en fait, qui sont par nature des bivocationnels, c'est-à-dire contrairement à nous qui sommes à temps plein dans un service pour l'Église, eux ils vivent dans un monde au travail et puis ils ont aussi un temps de service pour l'Église. Et en fait je pense que le deep work, cette philosophie-là de vie est au service de tous ces chrétiens pour qui doivent racheter le temps et qui doivent chercher aussi à mieux connaître Dieu, à servir l'Église. Ça demande du temps, de la réflexion. Et je pense à ceux qui ont des responsabilités, en particulier, tu vois, les anciens. Et moi, j'ai des exemples, tu vois, de gars qui m'ont précédé, où c'était des personnes, en fait, où ils l'ont pas conceptualisé comme ça, mais qui vivaient ça à fond, quoi. Et je trouve que c'est hyper encourageant et ça doit inspirer tous les chrétiens. Voilà. Super. Ouais. Bah écoute, c'est super parole pour terminer là. Yes. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais, on parlera des polars. Ouais, on parlera des polars. Ouais, pourquoi est-ce que ça nous fascine tant. Ok, allez, salut Matt.
Salut, à la semaine prochaine. Inscrivez-vous au podcast sur iTunes, sur YouTube. Et puis abonnez-vous à TPSG pour suivre tous nos articles. Salut. Salut Raph. Ciao.